Michel Chamoret est chasseur d'héritiers à Tours. Les bonnes nouvelles, on les annonce dans un premier temps lorsque l'on dit aux gens qu'ils sont héritiers dans une succession. Et en finalité, effectivement, la bonne nouvelle est réelle au moment où les gens perçoivent ce qui leur revient effectivement. Et alors là, on va rencontrer Madame François, qui était héritière dans une succession, dont elle ignorait complètement l'origine. Mais il faut dire que pour arriver jusqu'à Madame François, c'était assez compliqué du fait que dans un premier temps, je n'arrivais pas, elle, à l'identifier. Et on m'avait donné des renseignements qui se sont avérés être faux. Et je suis parti à plusieurs reprises sur des fausses pistes. Et donc aujourd'hui, elle va percevoir la part qui lui revient. Et là, ça va se matérialiser par un chèque, donc le chèque de sa part. C'est toujours à la demande d'un notaire qu'il entre en action. Chaque fois qu'un défunt ne laisse ni testament ni famille connue, le généalogiste successoral se lance sur la piste des héritiers. Commence alors une longue traque qui peut prendre des mois et parfois ne jamais aboutir. Cette fois, Michel a fait le lien avec succès entre Martha et son cousin éloigné décédé. Hérité d'un cousin à 85 ans, un cousin qu'on ne connaît pas. Je disais, c'est curieux tout de même, c'est curieux, mais vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée, cette recherche et tout. Et je pense à ce monsieur, je ne l'ai jamais connu, il s'appelle Serge, et quelquefois, il vient à ma pensée. Et je me dis, ben merci Serge. Je vais vous expliquer, vous allez voir sur le tableau que j'ai pu faire, vous comprendrez certainement mieux les démarches qui ont été faites dans un premier temps. Donc on est remonté pour en arriver, donc en partant du défunt pour en arriver jusqu'à vous, on est quand même remonté dans les années 1834, qui étaient les arrières... On a recherché les auteurs communs, ce que l'on appelle les auteurs communs, c'est-à-dire le lien qui vous unissait au défunt. Oui. Donc il faut remonter à ce lien commun, oui. Et de là, après, rechercher tous les gens encore vivants à la même génération. Voilà. Alors là, je vous ai refait le tableau. Tout à l'heure, je vous montrais le tableau de travail. Et là, donc, je vais vous laisser ce qui vous unit. Oh, c'est bien. Alors c'est propre, là, donc c'était fait sur informatique. Donc le défunt était le fils de René Bié, qui elle-même était fille de Camille Bié. Et Camille Bié avait pour sœur votre grand-mère, Julienne Bié, qui a eu 2 enfants, dont votre mère, Berthe. Berthe était au niveau de la maman de Serge. Tout à fait. Elles étaient cousines germaines. Voilà. Alors maintenant, on va aborder l'aspect concret de ce dossier. Après avoir fait le tour de la famille, maintenant, on est arrivé donc à la phase finale de ce dossier. Donc l'actif partageable était de 608 000 francs. Les droits de succession de 60% ont été réglés à l'État. Le notaire a perçu ses honoraires. Moi, j'ai perçu les miens. Et aujourd'hui, donc du fait que vous étiez 14 héritiers dans cette succession, la part nette à vous revenir, aujourd'hui, est de 12 934 francs. C'est quelque chose qui vient de lui, c'est quelque chose qui vient de ma grand-mère, qui vient de ma mère. Et ça me fait plaisir de le recevoir. De toute façon, c'est pas négligeable. Et bien sûr, c'est pas langue d'Amérique, mais ça fait rien. Ça vous n'arrive pas de me passer les lunettes? Oui, bien sûr. Et voici donc Ah, eh bien, merci beaucoup. Il y a quand même une petite émotion à concrétiser. Maintenant, vous pouvez appeler. Enfin, c'est quand même quelque chose, on peut dire, qui m'est tombé du ciel. Voilà le sentiment que j'éprouve. C'est ça. Ça m'est tombé du ciel. J'ai rien eu à faire. J'ai eu quelques petits papiers à fournir. Et c'est tout. Et ben, c'est bien agréable parce que ça m'a pas donné beaucoup de peine. Retrouver Martha aura pris 6 mois à Michel. Mais ses honoraires ne sont pas liés au temps passé. Il prélèvera 10% de la part de l'héritier retrouvé. L'un des plus anciens cabinets se trouve à Bordeaux, où 3 générations de généalogistes ont laissé en héritage à Benoît Perrotin de très précieuses archives privées. Cette étude, elle a été créée donc par mon arrière-grand-père, Amédée Perrotin, dont vous avez la photo, qui était d'abord notaire dans le nord de la Charente. Et puis il a dû vouloir venir à Bordeaux, il a décidé de créer en 1899 un cabinet de généalogie, où ensuite c'est mon grand-père René Perrotin qui a pris la suite et qui est mort assez jeune, ce qui a expliqué que mon père a dû reprendre l'étude. Moi, par rapport à mon père, ce qui était transmis, c'était surtout l'amour de son métier. Il a vraiment aimé. C'est vrai que c'est un métier qui a l'avantage de la variété et qui permet à chacun de faire jouer son imagination.
Tous les dossiers sont ouverts d'abord dans ce bureau à partir des premiers éléments qui nous sont communiqués par le notaire. Donc on prend par exemple le dernier, on peut prendre le dernier dossier ouvert. Hein. On a la lettre du notaire qui nous donne déjà certains premiers renseignements d'état civil qui vont nous permettre de commencer nos recherches. Donc à partir par exemple de ce dossier, on voit qu'une personne est décédée à Pau au mois de février 1999. À partir de ces éléments, on va pouvoir commencer les recherches déjà au fur et à mesure en prenant par exemple les renseignements quand les noms ne sont pas trop chargés qu'on va trouver dans notre fichier, qui est le fichier des faire-part de décès. Donc on va peut-être trouver par exemple pour cette personne si une partie de la famille est décédée à Bordeaux, puisque tous les décès de Bordeaux du siècle dernier, depuis 1900, se trouvent répertoriés ici. Donc ça, ce sont une aide à la recherche, parce que tout est matière à être utilisée une fois de temps en temps dans un dossier. Tout a commencé par mon arrière-grand-père. Et donc, nulle part, on ne pourra trouver un tel fichier. Nous allons pouvoir aussi avoir un outil qui n'existe nulle part ailleurs, qui est le fichier du caveau de la Chartreuse, jusqu'à une certaine époque, qui est très précieux, parce que c'est quand même le principal cimetière de Bordeaux. On va avoir par exemple un fichier qui nous sert moins, le fichier des cartes de pain qui a été fait au moment de la dernière guerre. Et donc, à un moment, c'est un peu une caractéristique du généalogiste successoral. Dès qu'il voit qu'il a un outil qui pourra lui servir à un moment, il va se débrouiller pour le récupérer. Quelle est la recherche que vous avez? Là, dans la ligne Pascal est responsable des enquêtes. Il compulse les archives, épluche les vieux actes d'état civil, visionne des microfilms. Une collecte d'informations qui le fait parfois remonter jusqu'au siècle dernier. Là, j'ai consulté un mariage. Un mariage, c'est toujours très riche en renseignements en général. Alors là, je note presque tous les éléments qui peuvent m'être utiles pour me faciliter la recherche. Le contrat de mariage, pour savoir quel était le notaire. Si c'est des gens qui ont des biens, on peut consulter les archives de certains notaires. Alors la date sera, dans les vieux mariages, les dates sont indiquées. Ça permet après justement d'aller consulter une déclaration de succession sur la date du décès du père, ce qui permet d'aller plus vite. Voilà. Alors j'espère y trouver la mention du divorce. Effectivement, elle s'y trouve là, en marge. Tribunal civil de Bordeaux. Voilà. Le chercheur a rarement affaire aux gens. Son travail, c'est souvent sur du papier, ce qui peut sembler passionnant à certaines personnes qui aiment chercher, et puis rébarbatif à d'autres. Mais c'est vrai qu'on consulte beaucoup de documents impersonnels et très anciens. C'est une source de renseignements très précieux qui permet nous de travailler, d'évoluer, et de retrouver une famille. Parce qu'on engage quand même notre responsabilité auprès du notaire pour retrouver les héritiers. Donc il faut qu'on consulte le plus de documents possible qui puissent nous permettre d'affirmer qu'il y a tant d'héritiers ou tant de... Voilà. Un vrai jeu de piste qui ne s'arrête pas quand l'héritier est localisé. Dépendant de la loi sur le démarchage à domicile, le généalogiste ne doit pas se déplacer pour annoncer la nouvelle. Il informe par courrier, puis il attend l'accord express de l'héritier pour poursuivre les démarches. À l'étude de Michel Chamoret, c'est Caroline qui se charge de relancer les héritiers silencieux. Allô, oui. Bonjour monsieur. Bonjour, je vous appelais pour savoir si vous aviez enfin reçu les documents. Absolument, je comptais vous appeler demain matin. Très bien. Dites-moi, mais vous avez des données de cet héritage? Apparemment, non, on n'a pas de détails précis. Si vous voulez, bon voilà, dans un premier temps, nous on était chargés de retrouver les héritiers, oui, tout en sachant que c'était une succession avec un certain actif, donc on ne recherche pas les gens pour leur faire payer des dettes. Donc en l'occurrence, nous on sait que c'est une succession avec un certain actif. On vous a recherché, on vous a retrouvé. J'ai compris le sens de la lettre. Voilà. Et puis après, dans un second temps, on fera un inventaire bien détaillé, on saura exactement de quoi est composée la succession, de façon à ce que vous puissiez prendre position, accepter, renoncer ou accepter sous bénéfice d'inventaire. Tout dépendra un petit peu de quoi se compose l'actif. Voilà, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, monsieur. Olivier est le chercheur de l'étude. Oui, bonsoir monsieur, l'étude généalogique Chamoret à Tours. Je me permets de vous appeler monsieur car je recherche dans le cadre d'une affaire de succession un monsieur Pierre qui serait né en 1935 à Tours. Est-ce qu'il s'agirait de vous-même? Non, c'est pas moi. C'est pas vous? Je suis pas né à Tours, je suis marseillais. Bon, eh bien écoutez, c'est tout simplement un homonyme. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Bonsoir monsieur.
Donc là, pas de chance, je n'ai pas réussi à retrouver la personne qui m'intéressait pour pouvoir régler ce dossier. Donc là, je vais poursuivre. J'ai donc retrouvé 14 colocataires ou propriétaires dans cet immeuble, donc je vais essayer d'en recontacter un autre. Je me permets de vous appeler car je recherche dans le cadre d'une affaire de succession la famille de M. Georges, qui est décédé en 1967 à la même adresse à laquelle vous habitez aujourd'hui. Donc je voulais savoir si vous aviez connu un petit peu sa famille. Ah non. On a connu Mme Clément, à qui on a acheté ici, qui nous a quittés avant nous. Oui, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, à Nîmes, oui. En 1996. Alors, on a un fils qui est dans le Midi. D'accord. On n'a pas autre chose comme renseignement. Eh bien, c'est déjà beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie aussi. Bonsoir, monsieur. Vous voyez là donc une enquête à ce domicile, malgré les 30 ans qui nous séparent avec l'adresse, il y a toujours un renseignement à glaner. Et donc là, c'est vrai que ça va me permettre de retrouver donc le fils de ce monsieur qui est décédé pour pouvoir l'interroger pour son cousin Germain que nous recherchons dans une affaire de succession. Voilà. C'est ce qui s'appelle dans le jargon des généalogistes faire une enquête d'immeuble. Autant dire chercher une aiguille perdue dans une botte de foin des années auparavant. Certaines sources, comme l'état civil de moins de 100 ans, ne peuvent être consultées par le public. Olivier y a accès, mais seulement par autorisation du procureur de la République. Enfin, je vais au greffe donc, du tribunal pour consulter l'état civil de moins de 100 ans, qui va me permettre donc d'avancer mon dossier. Donc là, on va consulter un mariage de 1958 pour savoir où localiser les parents à l'époque. J'ai trouvé le renseignement que je voulais, donc là nous partons à la mairie pour voir donc si la mère donc, de l'époux est décédée puisqu'elle est née en 1911 et que les mentions auprès des actes ne sont plus mises à jour au greffe. Donc on va aller à la mairie de Tours pour voir cet acte. Voilà. Donc Eureka, je suis content, j'ai retrouvé qu'il y avait une mention de décès. Cette information va me permettre de commander son acte de décès et donc l'acte de décès va indiquer sa dernière résidence et le déclarant pourrait être bien justement son fils Pierre que nous recherchons pour cette affaire. Donc là je vais me rendre au bureau des élections de la ville de Tours pour pouvoir être certain que donc son fils n'habite pas encore sur le secteur puisqu'ils sont originaires de l'Indre-et-Loire. Vous voulez tous ces prénoms? Pierre, Jean et Georges. Donc là, malheureusement, donc pas de résultat. Voilà. Chaque dossier, chaque personne représente quelque chose. Dieu merci, on n'a encore pas perdu les bases de la personne humaine. Et nous on a travaillé quand même sur le dossier. On a recherché ces gens-là. Donc on les a dans un premier temps identifiés. Ensuite, on a essayé de retrouver leurs adresses. Si on ne les a pas retrouvés directement, on a fait des recherches spécifiques pour retrouver leur adresse. Ou alors on est passé par le biais d'autres personnes pour avoir les coordonnées. Donc ces gens-là, on les imagine à un moment ou à un autre. On a leur état civil, non. Et puis quand ils téléphonent, on sait qui on a en face. On a eu les actes de leurs parents, on a connu la profession des parents, on a vu qu'eux, par exemple, sont restés dans la même voie ou ont complètement changé d'orientation. Non, les gens vivent. Hein. C'est pas que des actes, que des noms qu'on peut avoir comme ça, froidement. L'étude Chamoret traite une centaine d'affaires par an. Sur la trace d'un autre héritier, Olivier va devoir jouer au détective privé. Il n'a qu'une piste, l'adresse d'un cousin qu'il ne parvient pas à contacter. Seule solution pour avancer, se rendre sur place. Par prudence, Olivier va d'abord glaner quelques renseignements auprès de la secrétaire de mairie, histoire de savoir où il met les pieds. Donc au niveau des listes électorales, ce monsieur n'est pas inscrit sur votre commune. C'est une personne qui vient seule, qui est tout seul. Il n'y a pas de problème pour le joindre aussi parce qu'il n'ouvre pas facilement sa porte. Oui. Bon, je peux me rendre chez lui, je vais essayer d'aller chez lui. Voilà, et puis essayer avec un voisin. Oui, tout à fait. Je m'attends à tout, oui, parce qu'on n'a pas toujours des contacts faciles avec les gens. Et comme la mairie, apparemment, ça a l'air d'être un individu un peu particulier, je m'attends à un rapport difficile. Donc on verra. Madame.
Vous savez si monsieur Donnet est là, s'il vous plaît? Vous le voyez jamais? Oui, on m'a dit à la mairie qu'il avait du mal à communiquer avec les autres et qu'il ouvrait rarement sa porte. Vous savez pas s'il est là actuellement, s'il est en vacances. Ah, c'est fermé. Bon. Oui, il est là, il ne semble pas disposé à me recevoir, ou alors effectivement il n'est pas là. Je pense que d'expérience, il est dans la maison, mais qu'il ne bouge pas. Il ne semble pas vouloir se manifester. Parce que bon, il y a effectivement trois volets clos, mais la pièce principale est ouverte, donc je pense qu'il est là. Je peux me tromper, donc là justement, je vais redemander à un de ses voisins. Je cherche à contacter un de vos voisins. Vous le connaissez? Oui, mais je ne peux pas vous dire où il est, parce qu'on le voit épisodiquement. Il est marié, ce monsieur? Il a des enfants peut-être dans le secteur? Non, vous savez pas? Qu'est-ce que vous faites? Oui, les enquêtes de voisinage, vous voyez, ne sont pas toujours évidentes, parce que les gens sont sollicités de plus en plus, et c'est vrai qu'ils sont très méfiants, donc on a beaucoup de mal à avoir des renseignements fiables et à pouvoir vraiment localiser les personnes qu'on cherche. Certains lieux savent dévoiler bien des choses sur les vivants. Même s'il n'est qu'une source accessoire pour le généalogiste, le cimetière va livrer des informations sur le passé des familles pour aider à reconstituer leur présent. Une tombe, c'est souvent le point de ralliement d'une famille. Et c'est vrai qu'on fait revivre effectivement le passé, oui, parce qu'on est obligé de nous resituer à une époque ancienne pour arriver à comprendre la composition d'une famille actuelle. Bonjour, monsieur le conservateur. Je viens vous voir au sujet de ce caveau. Donc, je voudrais savoir deux choses. Je vais vous montrer un tableau qui vous montre que j'ai fait, qui explique un peu qui est qui. C'est une source très utile parce que le problème de l'état civil en France, c'est qu'il ne permet pas de descendre une filiation, donc de connaître les enfants. Par contre, les fichiers des cimetières, dans certains cas, permettent justement de connaître la descendance de certaines personnes. Et ensuite, donc, c'est une source extrêmement précieuse. Nous, on a beaucoup d'enfants, on a quelques généalogistes, il y en a de plus en plus de gens qui font des recherches à titre particulier, donc qui viennent rechercher leurs grands-parents, leur père, leur mère, surtout les arrière-grands-parents aussi là, et ça nous permet à nous de les retrouver. Enfin, ça leur permet de les retrouver, au moins de les aider dans la recherche au niveau des dates de décès, tout ça. Le travail du généalogiste a deux phases. La recherche, elle consiste à identifier et localiser les héritiers d'un défunt, et le règlement de la succession. Là, le généalogiste va représenter les héritiers dans les démarches. Accompagné d'un notaire et d'un commissaire-priseur, Michel Chamoret se rend à l'appartement d'une personne décédée. Il a retrouvé la totalité des héritiers et agit maintenant en leur nom. Il est présent dans les différentes étapes du règlement de la succession, comme ici au moment de l'estimation de tous les biens du défunt, nécessaires pour chiffrer l'héritage. Après seulement, il sera en mesure de communiquer aux héritiers le montant exact de leur part et de ses honoraires. Rares sont les héritiers retrouvés qui assistent à l'inventaire. Ils laissent aux généalogistes le soin de pénétrer leur place dans l'intimité de leurs ancêtres, à la fois donateurs et étrangers. Personne n'a pu pénétrer, si vous voulez, dans cet appartement. Je suis venu seulement une fois avec une des héritières pour vérifier si on ne trouvait pas un testament dans les différents documents qu'avait laissé monsieur le défunt. Et alors l'inventaire maître Audan va faire la prisée de tout le mobilier qui se trouve dans cet appartement. Je fais un relevé de tous les meubles qui peuvent se trouver dans la maison, avec la description du style, mention des bois, enfin de façon la plus précise possible, avec une estimation à la suite qui sert de base à l'administration fiscale. Enfin, ça donne un prix pour l'évaluation de la succession. C'est sûr qu'on pénètre vraiment au cœur des personnes. Bon, je dirais, avec un certain nombre d'années de métier, on n'y pense plus. Ce qui me gêne plus, c'est quand je fais un inventaire de personnes que j'ai connues. Où là, vraiment, c'est beaucoup plus délicat et il y a le côté sentimental là, qui apparaît. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va se déplacer pour aller à la caisse d'épargne et procéder à l'ouverture du coffre pour vérifier et estimer les bijoux ou les pièces que nous allons retrouver dans ce coffre.
Le suspense existe jusqu'au dernier moment. À cet instant, le coffre peut encore renfermer des dernières volontés qui viendraient évincer les héritiers retrouvés par le généalogiste et anéantir du même coup son travail et sa commission. Et alors, monsieur Chamoret, si vous voulez bien, en votre qualité de mandataire des héritiers, on va procéder donc au retrait de ce qu'il y a dans le coffre. Et bien, ça va être très vite fait puisqu'il n'y a rien. Si vous les vérifiez. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui arrivent fréquemment. Voilà. Alors donc, monsieur, on va vous remettre les clés puisqu'en définitive, il n'y a aucun élément dans le coffre. D'accord. Donc voilà, ça va être vite fait. L'inventaire était rapide. Tant que le coffre n'est pas ouvert, bon, on a toujours les mauvaises surprises à attendre. On peut découvrir un testament dans un coffre. Bon, là, il s'avère qu'il n'y a rien, donc je dirais que la surprise est bonne. Les héritiers m'ont donné le pouvoir de les représenter dans le cadre des opérations liquidatives. Donc les opérations liquidatives, c'était d'une part l'inventaire au domicile, ce que l'on a fait tout à l'heure, et là maintenant, donc c'est la continuité de l'inventaire, dans la mesure où il y avait des bijoux, et là, donc Maître Audin va les estimer, continuer à donner une valeur donc, à ces bijoux. Maintenant, l'héritage est chiffré. Le notaire transmettra le chèque au généalogiste. Je règle directement le solde créditeur au généalogiste, puisque c'est lui le mandataire des héritiers. Moi, je ne connais que le généalogiste, uniquement, puisque les héritiers ont été trouvés par son intermédiaire. Et c'est-à-dire qu'au moment où je leur remets les fonds, ils me déchargent du mandat qu'ils m'ont donné. Et à partir de ce moment-là, je ne pourrai plus intervenir en leur nom. Le généalogiste, la route et en particulier la petite route départementale ou route nationale, c'est notre lot quotidien parce que c'est par ces chemins-là qu'on va dans les mairies, dans les petites mairies pour faire nos recherches ou que l'on rencontre les héritiers quand on doit les rencontrer, soit pour les interroger sur leur famille, soit pour faire le point d'un règlement ou d'une difficulté qui se présente dans une succession, comme c'est le cas par exemple pour cette dame que je vais rencontrer pour faire le point avec elle de certaines difficultés d'un dossier de succession. C'est une dame que nous avons retrouvée il y a à peu près un peu plus de 2 ans. C'était une succession de l'ordre de 7 millions de francs. Donc c'est quand même des successions de cette importance sont assez rares dans la mesure où la plupart des successions sont plutôt de l'ordre de 200 ou 250 000 francs plutôt que de plusieurs millions de francs. La part approximative de cette dame, il me semble que ça devait être une part de l'ordre de 1 million de francs. Alors, ça s'appelle Saint-Gentil. Et ça, c'est vrai que c'est parfois un peu notre difficulté, c'est que de temps en temps, il faut trouver où sont les gens. Bonjour madame, comment allez-vous? Tout doucement. On remarque qu'il y a des changements depuis la première fois que je suis venu. Ah oui, parce que c'est la même fille qui nous a dit, maintenant il faut tout changer. Ah bon? Alors, vous avez refait la cuisine, vous avez fait avec des meubles modernes. Avant l'héritage, j'avais un autre four électrique, voyez, que je mettais sur une vieille table blanche, genre table italienne. Mais autrement, j'avais une vieille cuisinière à bois, vu qu'on avait le canon de la cheminée là, et le gaz là, oui. Et un évier blanc, comme ça se faisait autrefois. Voilà. Ça m'a changé la commodité, là, d'accord. Mais autrement, point de vue vie autre, non, pas du tout. Non, non. Moi, ça m'a pas changé du tout. Ça ne m'a rien fait du tout. Bah, ça me surprend pas, puisque c'est pas un comportement habituel des gens de sauter au plafond comme s'ils avaient gagné au loto. Non, les gens, quand ils héritent, d'abord, c'est en général des sommes qui sont pas très importantes.
Et puis de toute façon, quand ils la reçoivent, ça leur permet de faire un petit extra. L'évolution des mœurs complique le métier du généalogiste. Divorce, famille recomposée, mariage mixte brouillent les pistes et ralentissent les recherches. Mais la même crainte reste pour chaque nouvel héritier, devoir payer les dettes d'un ancêtre inconnu. Alors cette affaire de succession, donc, elle vient du côté donc, de votre grand-mère, Marie-Louise Habert. Vous avez certainement connu. Oui, je m'en doutais, c'était ça. Ah. Ben je voilà. me doutais, quand mon fils m'en a parlé, j'ai dit ça viendrait bien du côté des Habert. Ah. Et alors, qu'est-ce que c'est comme héritage qu'il y a? C'est une succession assez modeste oui. et un degré de parenté quand même assez éloigné. Donc vous avez... Qu'est-ce qu'elle est, alors? Oh, c'était un compte bancaire, je crois, au livret de caisse d'épargne. Non, c'est pas une succession importante, ça ne va pas changer le cours de votre vie. Ça fait déjà éloigné, alors les successions comme ça, on a plutôt à payer quelque chose. C'est des moments fabuleux de notre profession parce qu'on rencontre la finalité de notre travail et humainement parlant, ça y est, on a en face de nous des héritiers potentiels avec un beau sourire, avec des gens agréables et c'est vrai qu'on passe un moment très intéressant. C'est une finalité joyeuse. À votre héritage. À la santé des héritiers. Oui, et en plus de ça, à la santé de tout le monde. Ben oui, oui. Pour vous aussi. Hérité d'un cousin à 85 ans, un cousin qu'on ne connaît pas. Je disais, c'est curieux, tout de même, c'est curieux, mais vraiment.